c'est dans ce quartier bien calme du secteur Elmer que commence la journée de Éric Boudreau, membre de Bytown Paranormal. Pour la plupart des résidents du quartier, c'est une journée ordinaire. Pour Éric, il le souhaite, ce sera une journée spéciale où il espère, encore une fois, vivre rien de moins qu'un contact avec des fantômes. Ben dans mon cas, je travaille au gouvernement. Je suis un analyste pour Infrastructure Canada. Ma job de tous les jours, c'est de gérer des programmes de subvention. Comme tu peux voir en arrière, j'ai bien des jeux. Fait qu'on a une gang de chums qui traitent bien gros jeux de table, board game. Fait qu'on se fait des petites soirées de gaming. J'ai une petite fille de 7 ans, Mia, qui occupe pas mal de mon temps aussi. À quelques minutes de là, sa collègue Sandra Lepage partage le même enthousiasme pour le paranormal, une activité qui la sort de son train-train quotidien. Dans la vie de tous les jours, je travaille pour une compagnie d'assurance. J'ai un petit garçon de 14 ans. Alors bon, évidemment, je m'occupe de lui. Et moi, dès que j'ai une chance de faire un voyage, même bon, si c'est à 1 ou 2 heures d'ici, j'aime sauter dans la voiture, partir et... Je sais pas où je vais me trouver, mais j'adore ça, j'adore explorer. Et bien sûr, ben, quand j'ai des vacances, c'est d'aller un peu plus loin outre-mer. Tous deux sont bien conscients que leur passion n'est pas très commune. Néanmoins, leurs collègues de travail et leurs amis sont toujours curieux d'entendre parler de leurs expériences. Ben, c'est différent un peu de ce que les gens font. J'ai toujours été un peu adrénaline junkie, donc n'importe quoi qui peut te donner une bonne poussée de ce côté-là, ben ça m'a toujours intéressé. C'est sûr qu'il y a des risques à faire ce genre de choses-là. On essaie de les mitiguer le plus possible. Mais je me cache pas, mais même les gens au bureau trouvent ça drôle. Hein. J'ai des amis qui croient à ça, puis ils sont comme « Oui, on a hâte de voir ce que tu vas ramener. » Honnêtement, je dirais que 99% des gens sont en choc. Alors ils trouvent ça, bon la plupart ils trouvent ça pas mal le fun. Alors j'ai que des bons commentaires, j'ai jamais eu des choses négatives. Les gens, ils sont pas mal, ils pensent que c'est cool. Ben, le paranormal, j'ai commencé à être sensibilisé très jeune. J'avais un de mes chums, en fait, qui avait une maison qui se passait des choses bizarres chez eux. Puis des chaudrons qui revolent, des horloges qui se décrochent du mur, des divans qui avancent de peu près 6 pouces alors qu'il y a 2 personnes qui sont assises dessus. Fait qu'on on a toujours un peu trippé là-dessus. Puis c'est sûr qu'avec tous les films classiques aussi, des films d'horreur dans les années 80, fait que tout ce monde-là m'a toujours intéressé. J'ai eu ma première expérience, je pense, j'avais comme 6-7 ans, j'étais pas mal jeune. Et après ça, où j'ai vraiment pris un intérêt, c'est quand j'ai acheté une ferme en 2000 dans le Pontiac. Et c'était une maison quand même qui était bâtie en 1894, alors une vieille maison. Et on a commencé à voir des choses qui se passaient. À un moment donné, j'ai un très bon ami qui a fait des recherches un peu. Il m'a dit, il y a des équipes qui font des investigations, qui peuvent venir voir ce qui se passe à ta ferme. Donc, il y a une équipe qui est venue. Quand j'ai vu cette équipe-là, mais je voulais faire partie de la même chose. Aujourd'hui, l'équipe de Bytown Québec se joint à celle d'Ottawa pour faire une enquête du côté ontarien. Ils se préparent à prendre la route, quelques 100 km vers l'est, pour visiter l'ancienne prison de l'Orignal, près de Hawkesbury. Les prisons, en général, c'est des endroits où il y a des gens qui ont un passé trouble. Donc, souvent, c'est des gens qui changeront pas après leur mort. Donc, on sait jamais quel genre de contact qu'on va avoir avec eux. Et bon, c'est quand même un bâtiment qui est vraiment plein d'histoires. Bon, on sait qu'il y a eu 5 pendaisons là, donc la dernière, je pense, en 1933. Et je voulais définitivement faire l'expérience et voir ce qu'on pouvait trouver. C'est sûr qu'il y a un peu de fébrilité. On se prépare, on a hâte. On veut toujours essayer de découvrir si ça existe pour de vrai ou pas. Puis on a des évidences, des anomalies qui nous portent à croire que oui.
c'est sûr que bon, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors bon, tu sais, je suis toujours excitée de faire une nouvelle investigation. Des fois, on a certains cas que, ouais, ça crée une anxiété. Bon, même, je l'admets, ça me fait peur. Fait que c'est sûr qu'on est un peu plus fébrile dans ces cas-là. Mais dans ce cas-là en particulier, les gens qui s'occupaient de la prison ne nous ont pas rien rapporté de négatif. C'est ça qu'il y a eu, quoi, si je me rappelle bien, 5 pendaisons sur le site, dans lequel il y avait une pendaison où on pense probablement qu'il y avait des gens qui étaient innocents, alors qu'il y en a d'autres qui étaient, en tout cas, d'après leur passé, puis d'après ce qui avait été rapporté, étaient quand même des criminels assez violents. Donc, notre but, c'était essayer justement de générer assez d'intensité dans nos questions, puis rapprocher le plus possible pour avoir des réactions. Pour la première centaine d'années environ, on pouvait avoir toutes sortes de prisonniers. On avait des meurtriers, on avait des voleurs, on avait même des gens qui étaient considérés comme cinglés. À la place de les envoyer à des hôpitaux, on les apportait ici. On avait aussi des femmes qui étaient arrêtées pour séduction. Donc c'était vraiment toutes sortes de crimes. Puis on a même eu 5 exécutions ici. Environ à partir du 20e siècle, on a commencé à avoir plus des crimes un peu plus mineurs. Donc c'était vraiment s'il y avait des voleurs ou des gens pour charge de drogue, vraiment des crimes plus mineurs. Puis les gens qui avaient des plus grandes charges comme meurtre, on les envoyait à des prisons à haute sécurité. Quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est d'habitude, c'est qu'on débarque notre matériel. On va retourner voir le client, on reparle un peu de l'approche, du synopsis, de l'investigation, qu'est-ce qu'on va faire, où et quand. Puis après ça, on commence à briser notre équipement partout dans les pièces. Ensemble, Bytown Paranormal Ottawa et Bytown Paranormal Québec possèdent tout un arsenal de matériel. On a beaucoup de matériel, on a des caméras, on a des enregistreurs vocaux, on a des équipements qui mesurent les champs électromagnétiques, température. Donc, on a beaucoup de petites pièces qu'il faut faire attention, il faut manipuler de façon avec des précautions. On a plusieurs appareils ici. On a plusieurs qu'on appelle les trigger props. C'est des systèmes qu'on espère qu'il va générer de l'intérêt. Ces petits toutous-là sont remplis avec plein d'équipements, comme on va utiliser ce soir, qui mesurent les champs électromagnétiques, qui mesurent les changements de température. Si les entités leur touchent, aussi, ils sont interactifs, ils le mentionnent. On a des caméras, comme une petite caméra full spectrum ici, style GoPro, avec un bloc de charge. On a aussi une caméra de l'autre côté qui est en live feed, en haut là-bas, qui permet de, via le site web, montrer au monde qu'est-ce qu'on fait. Qui est avec des lumières infrarouges, un peu comme ceux-là ici. Je vais juste vous l'allumer. Vous voyez des petits spots rouges dessus. C'est les lumières, justement, c'est les LED infrarouges qui permettent d'éclairer la pièce, comme vous allez pouvoir voir à noirceur. Vous allez pouvoir voir à l'autre là-bas, on a une caméra qui est justement une des 4 caméras qu'on a qui est reliée à notre DVR, qui nous permet d'enregistrer en continu. C'est des caméras qui sont infrarouges, donc on permet de voir à noirceur. Et puis on espère pouvoir capturer dans ce spectre de lumière-là des variations et des anomalies. Dans le trou, on n'a pas beaucoup de choses. On a simplement laissé un enregistreur vocal afin de pouvoir capturer s'il y a des voix quand on n'est pas là. Pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à voir, donc on n'a pas mis d'appareil vidéo. Puis vu que c'est un petit peu plus loin aussi de notre appareil central, c'est plus difficile de le relier. On va avoir des caméras probablement dans le couloir ici ou dans le couloir en haut qui vont être des caméras statiques qu'on va utiliser en continu mais qui vont être indépendantes du réseau qu'on a mis en place. Ici, on a plusieurs caméras. Dans une caméra ici, encore l'infrarouge qui capture le corridor au complet. On en a une autre là-bas à l'autre bout qui capture la salle ici. En général, il y a pas mal d'activités, pas mal partout ici dans le bâtiment. Fait qu'on espère capturer le plus de zones possible. On en a mis un autre ici, dans l'autre pièce. Juste ici. Vous allez pouvoir voir. Je vais aller voir ça, qu'est-ce qui se passe ici, à l'autre bloc cellulaire. Je vais vous apporter juste pour. C'est notre camp de base. Donc les caméras, vous pouvez les voir live. C'est des caméras qu'on va monitorer durant toute la soirée. Ceux-là vont être fixes. On a quelques statiques qu'on va pouvoir réviser après l'événement. Ce qu'on va avoir aussi, c'est qu'on va avoir des appareils comme ceux-ci. Donc des
Des appareils qui mesurent les champs électromagnétiques et la température, ainsi qu'un bon vieux 1K2 qui permet de voir les variations des champs électromagnétiques aussi, mais qui est plus facile avec les lumières. Puis durant la soirée, vous allez peut-être me voir utiliser cet appareil-là sur mon cellulaire. C'est un appareil d'imagerie thermique, donc on permet de voir les déplacements de chaleur et de froideur. Ce que je vais chercher, c'est d'essayer de voir des anomalies qui pourraient représenter des entités autour de nous tout au long de la soirée. On va avoir des caméras aussi qui vont nous filmer avec notre équipe, qui va être équipée avec des appareils infrarouges puis ultraviolets pour nous capturer en full spectrum, donc avoir le spectre de lumière au complet. On essaie de positionner justement où est-ce qu'on a entendu parler qu'il y avait des bruits de pas ou des vibrations sonores. On a des équipements qui capturent déjà au fond, qui nous permettent de capturer justement ces vibrations-là. Donc on met des caméras sur l'appareil pour voir justement si on enregistre de quoi. Toutes les caméras sont timées aussi, donc on peut savoir à quel moment ça se passe. Fait que souvent pour une même séquence, on a plusieurs appareils en même temps qui nous permettent de capturer différents angles ou différents paramètres. Donc, ça vient tout le temps corroborer si on a une anomalie ou ben c'est pour ça qu'on a un PVE. Des fois, il y a d'autres appareils qui permettent d'avoir capturé la même chose. Après avoir terminé l'installation, l'équipe fait une tournée de la prison avec Catherine Roy, guide du musée, pour en apprendre davantage sur les prisonniers qui y ont résidé depuis sa construction. La cellule juste ici, originellement, c'était la cellule des femmes. Donc, on avait des femmes à la prison pour environ 50 ans. Donc, à partir de l'ouverture jusqu'à environ 1876. Donc, les femmes étaient toutes ensemble. C'est d'ailleurs la seule cellule où il y a un bain. Ici, c'était la salle de classe, donc les prisonniers avaient le droit dans le fond, de suivre des cours d'études secondaires ici. On a aussi le long des murs les chaises originales qui étaient dans le jury au 2e étage, parce qu'on a toujours la cour qui est toujours en fonction aujourd'hui d'ailleurs, en haut. Donc ça, c'était les chaises originales du jury qui étaient ici il y a près de 100 ans. Ce bloc cellulaire-ci est particulier parce qu'on a des cellules doubles dans celui-là, même quadruples dans le fond. Donc, il y a 4 lits par cellule, c'est quand même extrêmement tassé. À l'origine, c'était des cellules doubles, mais à cause de surpopulation, on a dû rajouter des lits superposés. Donc, à l'origine, il y avait 3 cellules ici, mais on a construit un corridor de sécurité à l'arrière des blocs cellulaires. Donc, la première cellule au bout, on a dû la séparer en 2. Donc, ce qui reste de la cellule, c'est maintenant considéré la plus petite cellule au Canada, qui fait environ 2 pieds de large et puis 10 pieds de long. Dans le fond, ici, c'est la salle de solitaire. Donc, nous, c'est la cellule d'isolement. Nous, on appelait ça le trou. Donc, les gens pouvaient venir ici si jamais il y avait des comportements violents envers les autres prisonniers ou avec les gardes. Si jamais les gens étaient admis en prison puis étaient intoxiqués, on les apportait ici le temps de vraiment de digérer tout ce qu'il y avait dans le corps parce qu'on voulait pas apporter des gens qui étaient sous l'influence avec les autres prisonniers pour éviter des conflits. Ou si des gens tentaient de se suicider, on les apportait aussi ici pour leur propre protection. Donc, dans les années 1800, la salle ici était complètement dans le noir. On n'avait aucune lumière. Donc, un garde entrait dans la salle et puis allumait une lumière pour 10 minutes par jour. Donc, 23h50 étaient passées dans le noir total. Notre groupe est vraiment axé sur le côté historique. On essaie d'amener une vision différente des événements qui peuvent avoir lieu. Des fois, il y a de la documentation dans les archives, des vidéos. Le côté paranormal, des fois, amène peut-être des réponses que des fois, ça n'a pas été capturé dans les écrits. Donc, on essaie toujours de trouver une manière de corroborer ça, ou au moins d'utiliser l'histoire pour faire un lien avec ce qu'on fait. Ça, c'est les premières choses. Et après ça, c'est de vraiment commencer l'investigation. Alors, avec un bâtiment de cette taille-là, c'était de diviser les gens en groupes, qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps, et qu'on puisse essayer de couvrir le plus possible d'espace avec le temps qu'on avait ce soir-là. C'est vers 10h le soir que tout le monde est prêt. Sandra, Eric et le reste de l'équipe sont prêts à entreprendre la partie la plus intéressante de la soirée. Ils espèrent établir un contact avec une entité et d'enregistrer des preuves de l'existence de fantômes, notamment avec des appareils qui enregistrent des PVE, c'est-à-dire un phénomène de voix électronique.
le bout le plus trippant, c'est l'investigation elle-même. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut avoir. Des fois, les PV, on les entend. C'est arrivé quelques cas où c'était tellement intense qu'on a entendu les voix directement. S'il y a quelqu'un ici avec nous dans cette pièce-là, on aimerait avoir un signe. Ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un ici avec nous qui travaillait dans la prison? Souvent, ce qui arrive au niveau des PVE, c'est que vraiment, ça peut se passer n'importe quand. Et c'est ça qui est dur des fois, c'est de... Bon, tu sais, des fois, on va installer des caméras, par exemple, où on pense que ça va être plus actif. Et finalement, on peut avoir un PVE où, tu sais, tout d'un coup, il n'y a pas de caméra ou il n'y a pas de vidéo, mais on a au niveau de audio l'enregistreur digital. Si je prends le cas, mettons, d'une autre investigation qu'on a faite, où j'ai eu un contact physique, j'ai carrément eu, on pense, d'après l'interaction qu'on avait, qu'une entité qui m'avait touché. J'avais la statique, les poils dressés complètement, le bras était froid comme un frigidaire, juste d'un bras. Puis ça répondait à ce qu'on lui demandait, de venir justement venir nous voir, venir nous toucher. Donc, c'est des phénomènes qui sont pas explicables, mais c'est quand tu le vis, quand tu es dedans, tu vis quelque chose qui est intense. Les soirées sont généralement longues, souvent avec peu ou sinon aucun résultat. Quand on a fait les deux équipes, c'était vraiment bon avec l'équipement de voir si on pouvait enregistrer des choses. Alors évidemment, on avait toujours les caméras infrarouges, les enregistreurs digitales. Et c'était de poser des questions. Alors, bon, sur évidemment l'historique de la prison pour voir si on pouvait avoir des retours. C'est seulement plus tard, lorsqu'ils seront devant leurs ordinateurs, que Eric et Sandra pourront écouter les enregistrements de la soirée. Mais alors que les caméras de la TVC sont encore présentes, un événement intéressant se produit à l'étage où l'équipe de Sandra est positionnée. On a un petit camion métallique qu'on accroche un appareil dessus qui crée un champ autour. Puis dès qu'il y a quelque chose qui transperce le champ, le camion, il y a un petit buzzer qui se fait aller dessus. Dès que j'ai commencé à poser des questions sur un des prisonniers, Clément Goyette, qui avait été pendu, au sujet de sa petite fille, parce que quand il a été mis en prison, il a dû donner sa petite fille à garder à sa sœur. Et ça s'est déclenché, mais vraiment, c'était à ce moment-là, une fois que ça a commencé, c'était sans arrêt. There's a little toy truck on the table. It's not going to hurt you, but if you do touch it, it'll let us know that you're here. Clément Goyette, si vous êtes là, est-ce que c'est possible de nous dire ce qui est arrivé avec votre petite fille? On aimerait vraiment la retracer, le personnel de la prison. She changed her name. For the prisoner, Clément Goyette, they said Kat said that they're trying to retrace the daughter. His sister started looking after her. Okay, so car's lighting up. Yeah, the trigger Can problem. you stop touching it? Vous allez voir notamment Cody dans un de ces vidéos-là où il va dire « Pouvez-vous arrêter de jouer avec » et on cue la vidéo, l'appareil arrête de sonner. Quand ça se produit, je veux pas, on a les poils qui dressent un peu ses bras, puis comme on disait tantôt, l'adrénaline monte un peu. Fait que c'est toujours le fun de voir ces appareils-là interagir. Et ça s'est passé à 2 ou 3 reprises. Alors là, c'est ça c'était intéressant parce que bon, tout de suite quand on demande quelque chose, ça réagit en conséquence. S'il y a un enfant ici, est-ce que vous aimeriez que je laisse peut-être le camion ou un nounours ou la poupée? Moi, je prendrais comme un... Ouais, est-ce que... Ouais, j'imagine. Le camion? On peut laisser le camion. Il y a un nounours? Il faut le rallumer, par exemple. If you want, just take the truck, you can have it.
Stop touching it. Dans les semaines qui suivent, chacun des membres écoute les enregistrements recueillis lors de la soirée. C'est à ce moment qu'on confirme ce que Eric avait effectivement entendu lorsqu'il était seul dans la salle d'isolement. Dès que je suis rentré dans la pièce, je savais qu'il y avait quelqu'un, parce que j'entendais quelqu'un respirer. Puis le trou, la manière c'est fait, c'est extrêmement écho. C'était voulu, parce que dans une prison, le trou, c'est que les gardiens de sécurité veulent savoir ce qui se passe dedans. Donc, puis c'était pas très luxueux. C'était un banc de métal que j'étais assis dessus. Fait que dès que je suis rentré, j'entendais quelqu'un respirer très fort. Puis un peu style asthmatique, genre... Puis dès que je me suis assis pendant 5 minutes, j'ai entendu le respirer. J'avais un doute pour avoir des PVE. Cet enregistrement de PVE, ainsi que plusieurs autres, ont été diffusés sur les différents médias sociaux du groupe suite à l'enquête. C'est le fruit d'un long travail où toute l'équipe y consacre beaucoup de temps. Lorsqu'on reçoit le matériel, normalement, après une investigation, chaque investigateur passe au travers du matériel. Chaque personne entend des choses différentes. Le travail est fait de manière à ce que certaines personnes vont entendre certains tons, puis d'autres pas. Donc, on aime bien que tous les gens qui ont participé à l'investigation, puis même des fois, on a des membres qui ne peuvent pas être là, qui vont réviser avec nous. Donc, on s'assoit et on révise tout le matériel au complet. Là. On a le matériel visuel, des vidéos, mais aussi le matériel sonore. Puis étrangement aussi, des fois, il peut y avoir 2 appareils dans la même pièce, il y en a un qui va capturer quelque chose, puis l'autre ne le capturera pas. Donc ça aussi, il y a des niveaux de sensibilité différents des équipements. L'enquête terminée, les données analysées et les résultats publiés, il ne reste plus qu'à regarder vers l'avenir pour Sandra et Eric. Ce que j'aimerais personnellement, c'est d'être de plus en plus gros dans le sens c'est faire des enquêtes, mais au Québec, mais il y a tellement d'endroits, à part, l'Outaouais, ces endroits-là. Alors, j'aimerais sortir un peu plus aux alentours de Montréal et continuer les voyages outre-mer. Ce que j'aimerais, c'est que, encore là, vivre de nouvelles expériences, des choses différentes. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de matériel visuel, parce qu'on voit des entités. Je pense que ce serait de quoi qui serait le fun à avoir. C'est de pouvoir avoir une bande vidéo, un petit bout de vidéo, parce qu'on voit quelque chose de physique se déplacer. On a beaucoup de PVE. Souvent, c'est la meilleure manière d'avoir des enregistrements. Mais des bons PVE clairs, puis qui répondent carrément à nos questions quand on les pose. Ce que j'aimerais aussi, c'est continuer justement à aider les gens, les familles qui vivent des fois des expériences pas le fun, puis si on peut les amener à mettre un baume là-dessus, puis au moins expliquer les choses. Tu sais, des fois, pas parce qu'il y a des choses qui se passent chez vous qui est paranormal, ça veut dire que c'est négatif. Donc, continuer à rassurer les gens et les accompagner dans ces processus-là.